c'est une séance qui en réalité était prévue depuis assez longtemps, ce qui n'arrive pas tout le temps avec le Grand Continent, avec les mardis du Grand Continent, mais qui est devenue de plus en plus actuelle. Et donc on peut s'en réjouir, peut-être, mais aussi être alerté par cela. D'abord parce que nous nous sommes rendus compte par les processus de carottage de l'idéologie trumpiste et des différents idéologues intellectuels organiques du trumpisme, jusqu'à quel point le Covid était une matrice fondamentale pour essayer de comprendre à la fois la force, l'énergie, la violence et la virulence des positions politiques qui sont aujourd'hui jouées à Washington. Et notamment pour cela, il en sera question dans le mardi, nous avons été particulièrement frappés en interrogeant l'un des idéologues centraux du trumpisme actuel, Curtis Yarvin, qui en fait avait consacré sur 3 heures d'entretien 1 heure entière au Covid, ce qui pour lui était vraiment la matrice opérationnelle, le moment dans lequel s'est fondé le Trump 2.0. Et là aussi, malheureusement pour le monde, mais peut-être heureusement pour l'actualité de cette séance, une échéance électorale très proche, le second tour de l'élection romaine, nous rappelle, encore une fois, jusqu'à quel point cette vague anti-scientifique, profondément antidémocratique, en réalité est très puissante et très forte, parce que, comme vous le savez sans doute, si vous avez lu le portrait qu'on lui a consacré dans la revue, au second tour se trouve en tête, et il est objectivement favorable, dans une position très favorable, une personnalité qui a fondé sa trajectoire politique dans une dénonciation très complotiste d'extrême droite du Covid, George Simeone, et il est opposé d'ailleurs, et c'est parfois la nature fait bien les choses, à un ancien de l'école, un mathématicien, un scientifique qui a fait de l'engagement politique local la matrice de son parcours, Nico Shogdan, qui a donc moins de chances d'importer, mais l'histoire n'est pas encore écrite, et on verra ce dimanche de quoi il en sera question. Et au fond, en dressant ce tableau général qui montre à quel point c'est une question qui peut paraître un peu derrière nous, celle de la pandémie, mais qui en fait, en réalité, elle n'est pas simplement contemporaine, mais elle est devant nous, eh bien, quelque part, dans son volet scientifique et démocratique, quelque part, j'ai déjà présenté nos invités de ce soir, et en fait, on est très heureux de le recevoir, parce que c'est un panel qui est vraiment stellaire pour discuter de ces questions. D'abord, à ma gauche, Claire Toury, qui est présidente du mouvement associatif et président du comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur la loi de fin de vie, qui était aussi un des sujets dont on pourra discuter ce soir, et qui, comme Jean-François Delfraissy, est titulaire de la chaire participation citoyenne à la vie associative du programme d'études américaines démocratiques, et les titulaires de la chaire que Jean-François Delfraissy préside également, la chaire santé du programme d'études démocratiques. Bon, Jean-François Delfraissy, vous le connaissez toutes et tous, professeur de médecine, c'est un des grands spécialistes mondiaux de l'immunologie. Il a été président du comité consultatif national d'éthique et surtout ancien président du conseil scientifique Covid-19. Donc évidemment, sa parole compte double dans ces affaires. Frédéric Keck, directeur de recherche du laboratoire d'anthropologie sociale, historien de la philosophie, anthropologue. Il a publié l'année dernière le Politique des zoonoses. C'est un grand spécialiste par le volet anthropologique de la question pandémique, on y reviendra. Et enfin, Frédéric Worms, directeur de l'école normale supérieure, philosophe, qui a signé beaucoup d'ouvrages sur la question qui croise démocratie, soins et santé. Je ne vais pas tous les rappeler, mais je me permets quand même de vous conseiller de lire Soins et politique, Vivre en temps réel, et enfin Les maladies chroniques de la démocratie. Et il est également membre du Conseil consultatif national d'éthique, qui donc a tout à fait, qu'on écoutera ce soir avec beaucoup d'intérêt. Donc le premier tour de table, en fait, il part d'un constat, d'une question d'abord, peut-être d'un diagnostic. Jean-François Delfraissy, 5 ans après, quel regard vous portez justement à la fois par l'ampleur de ces mouvements, par leur force et par l'attraction qu'ils semblent avoir sur la scène politique? Comment, à partir du complotisme anti-Covid et dans une forme d'une vision de la science qui est empreinte presque par un esprit anti-lumière, on trouve aujourd'hui un consensus aussi large dans nos sociétés. Bonsoir à tous, merci de l'invitation et ravi d'être dans ce tour de table. Alors, moi j'ai une vision un peu différente de ce que vous avez évoqué en écoutant cet Américain très particulier. Moi je pense que tout s'explique pas par le Covid. Hein. Je pense que Covid est un événement fondamental pour de multiples raisons, qui nous a tous, vous, interpellés, moi aussi, dans la relation en particulier entre la science et le politique.
qu'il y a un certain nombre de conséquences qu'on commence à voir, je dirais, sociales, sociétales, qui commencent à apparaître, qu'on les verra probablement un peu plus tard. On le sait, dans ces très grandes crises, il faut plusieurs années pour voir les véritables conséquences. Mais je ne suis pas sûr que ça soit l'origine fondamentale de ce mouvement de négation de la science. Ces mouvements ont toujours existé. Hein, si on reprend, je suis pas du tout historien, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi à côté, mais il y a toujours eu de la part des décideurs politiques des relations parfois complexes, ou des décideurs religieux aussi, hein, des relations parfois complexes avec la vérité scientifique, hein, parce que la vérité scientifique interpelle. Alors là, elle est portée à son comble. Elle est portée à son comble parce que on a affaire quand même, ne l'oublions pas, et j'espère qu'ils vont le demeurer, hein, à la plus grande nation scientifique mondiale. Hein. La Chine, on en parle beaucoup, elle va probablement peut-être le devenir, mais beaucoup de choses qui sont publiées en Chine ne sont pas totalement vraies quand même, on le sait. Donc la plus grande puissance scientifique mondiale, ce sont bien les scientifiques américains, au sens très large du terme, qu'on soit en sciences dures, qu'on soit en sciences humaines et sociales. Et donc là arrive un pouvoir politique qui interpelle sa propre communauté scientifique en jouant sur le fait de finalement, dans cette relation complexe qu'il y a entre la science et le pouvoir, il y a d'un côté une première question qui est d'habitude comment la science peut-elle interférer, éclairer le politique pour l'aider à prendre des décisions? C'est une première grande question. Bon. Et puis il y a une deuxième question qui est posée, alors là de façon massive là par l'équipe Trump, c'est de dire comment à un moment donné le politique peut-il faire fi de la vérité scientifique, passer dessus et prendre un certain nombre de décisions. Alors pour répondre encore un peu plus à fond à votre question, je pense que la réponse, elle est en partie apportée par un article récent, une prise de position récente de Bill Gates, qui est un Américain pur et dur, qui a évidemment le père de cette très grande fondation à visée santé, à visée humanitaire, à visée de prévention d'un certain nombre de maladies infectieuses chez les enfants dans le monde. Et qui ne lâche pas ces mots, contrairement à une majorité de gens aux États-Unis qui sont en ce moment dans une attitude voilà, d'être complètement bloqués. En particulier, on est frappé de ça par un certain nombre de grands scientifiques ou de politiques américains qui ne réagissent pas, qui sont encore dans une forme d'état de sidération. Et qui, lui, en même temps qu'il a profité du fait qu'il annonçait le fait d'aller encore vers une fondation Gates qui allait encore sur une vingtaine d'années, puis qui après serait amené à évoluer, et dit le gouvernement actuel des États-Unis va être responsable de plusieurs millions de morts et de plusieurs millions de morts d'enfants dans le monde dans les 2 années qui viennent. Hein. De la part de Bill Gates, je dirais que c'est courageux. Hein, je trouve que la presse l'a pas suffisamment mis en évidence, parce que c'est la réalité. La première truc, indépendamment de conversations un peu intellectuelles sur la relation entre la science et le pouvoir politique, la prise de position de l'équipe de Trump en termes de santé mondiale, c'est d'abord l'arrêt d'un certain nombre de traitements sur à la fois le VIH/SIDA, sur le paludisme, sur la tuberculose, sur la politique vaccinale, y compris des choses banales comme la rougeole, etc., qui vont conduire, parce que les autres pays n'arriveront pas, l'Europe n'arrivera pas à faire face dans un premier temps, qui vont conduire à probablement plusieurs centaines de milliers de décès totalement injustifiés dans les 2 ans qui viennent. Alors, voilà, c'est parce que on avait laissé aux Américains, l'Europe avait laissé aux Américains cette prise de position très très considérable, trop considérable, et qui fait que quand ils se retirent, on a ce point-là. Donc ne l'oublions pas, indépendamment de la conséquence sur la science américaine, le premier effet, c'est que Trump peut toujours essayer de jouer sur un prix mondial, sur un prix Nobel. Il y aura quand même des voix qui hurleront en disant il est aussi responsable de plusieurs centaines de milliers de morts dans les 2 années qui viennent. Et ça, il faut pas l'oublier, parce que c'est du tangible, c'est de la réalité, et c'est plus de la discussion philosophique. Okay. Alors, le deuxième point, peut-être, et je termine pour laisser la place aux autres,
c'est aussi d'une ambiguïté fantastique ce qui se passe avec l'équipe Trump. Et je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre en disant que dans cette relation avec la communauté scientifique, moi j'ai passé 1 an et demi de ma vie au NIH à Bethesda, qui est le centre, le cœur même de la recherche américaine. Enfin et je suis stupéfait par le fait que toutes les barrières de défense, etc., de ce qui était ces très grands patrons d'instituts du NIH s'effondrent. Enfin, et on leur demande des choses, de signer dans les 15 jours qui suivent des choses complètement effarantes sur leur mode de vie, sur le fait qu'ils vont pas financer un certain nombre de choses autour du genre, du climat, etc. Bon, donc il y a quelque chose de très très particulier. Les grandes universités américaines, qui, ne l'oublions pas, et c'était leur force, sont financées en grande partie par du financement de fondations et sont des fondations privées. On voit la faiblesse aussi du modèle par rapport à notre modèle public français, qu'on accuse toujours de tous les maux. Mais c'est-à-dire qu'elles ne sont pas indépendantes. C'est-à-dire qu'elles sont dépendantes du financement qu'elles vont avoir à la fin du mois. Et on voit bien l'absence de réaction d'un certain nombre de grandes présidents d'universités américaines qui étaient jusqu'à maintenant des pouvoirs considérables. Bon, donc quelque chose où la science plie les genoux devant une forme je dirais, de catastrophe qui lui tombe dessus. Puis de l'autre côté, une grande ambiguïté des équipes de Trump. Et je vais vous citer 2 exemples. Et qui montre l'extrême difficulté qu'il y a à remettre en cause. D'abord, si on revient au Covid, moi j'ai vécu cette période complexe, de juste pile il y a 5 ans, où la personne, en même temps que Trump racontait des conneries sans nom sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine, sur l'utilisation de l'alcool, sur l'utilisation des choses de ce type-là, en même temps, qui a financé 5 plateformes de recherche en vaccins à hauteur de 3 milliards de dollars dès mars 2020, c'est l'équipe Trump. Je vous rappelle que Trump a fini son premier mandat en novembre 2020. Juste au moment d'ailleurs où sont arrivés le fait que 2 plateformes, des plateformes mRNA, s'étaient avérées positives pour trouver un vaccin avec les limites qu'il avait. Donc, à la fois, une série de remises en cause fondamentales d'aspects scientifiques, puis de notre côté, un pragmatisme à l'américaine qui fait que comment on va s'en sortir? Il faut qu'il y ait un vaccin et je mets des milliards sur la table et je suis capable de les mettre. Bon. Deuxième élément actuel qui vous parlera plus sur son ministre de la Santé, Kennedy, qu'on dit monsieur anti-vax, etc., sur un certain nombre de vaccins, et c'est vrai, il a pris des positions qui sont inimaginables, intenables, enfin qui sont... bon. Et puis dans le même temps, ce qu'il raconte sur l'alimentation des Américains, l'alimentation des jeunes enfants, le caractère extrêmement destructif de l'industrie alimentaire en raison de l'habitude à des masses glucidiques qui sont trop importantes. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on est dans un contraste permanent, et je terminerai là-dessus, c'est le moment où le politique choisit dans la science, ne s'appuie plus sur la vérité scientifique, mais il s'appuie sur ce qui l'arrange, ce qui va lui permettre de porter un message politique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont aberrantes, puis il y a des choses où on ne peut pas dire qu'elles sont aberrantes. Et c'est là la très grande complexité, et probablement qui explique aussi le fait qu'une série de très grandes équipes américaines, de leaders américains, où moi je ne comprends pas comment ils réagissent, pas plus. C'est invraisemblable. Eh bien, sont dans cette situation un peu complexe. Jean-François Delfraissy a parfaitement ouvert la question pour vous, Claire Tory. À la fois, pourquoi, effectivement, on voit cette absence, cette relative absence de réaction, et en même temps aussi, comment vous interprétez ce mouvement très impressionnant et très compact, qui représente presque partout dans le monde plus de 30% des voix, qui aujourd'hui veut contester, souvent à partir du Covid,
la science, la démocratie, et d'une manière qui paraît à certains égards totalement inédite. Ouais, bonsoir à toutes et à tous, et merci aussi pour l'invitation. J'ai écouté Jean-François attentivement et ça me faisait penser à plein de choses. Déjà, il y a la question de la tension entre le politique et la science, mais il y a la tension entre le pouvoir et toute forme de contre-pouvoir. Enfin, ça va bien au-delà, même si c'est déjà extrêmement problématique. Ça va bien au-delà de la remise en question de vérité scientifique. C'est on empêche toute forme d'expression, ou on limite toute forme d'expression, ou on décrédibilise toute forme d'expression qui pourrait aller contre une pensée dominante, confère tout ce qui se passe sur la diversité, par exemple, aux États-Unis, et qu'on voit aussi arriver en Europe par certains égards. Donc il y a ce premier point-là. Ce que je me disais en t'écoutant, Jean-François, c'est que finalement il y a pas mal de contradictions, parce que d'un côté, enfin pas dans ce que tu dis, mais dans le monde, mais bon, ça vous surprendra pas, parce que d'un côté il y a cette forme, enfin il y a cette idée qu'on a intégré toutes et tous une forme d'impuissance. Et je pense que c'est ça le moment dans lequel on se trouve, et c'est ce que je me disais en lisant le bouquin, le moment dans lequel on se trouve, c'est comment on fait pour résister à cette forme d'impuissance qu'on a intégrée. Ce qui est pas évident, parce qu'honnêtement, on ouvre les yeux le matin, on écoute l'actu, et puis on se dit, en fait, on peut rien faire. Ça, c'est bien trop fort, c'est bien trop puissant. Qu'est-ce qu'on fait face aux algorithmes, face à l'intelligence artificielle, etc. Puis vous l'avez dit, moi, je préside le mouvement associatif. C'est-à-dire que tous les jours, je vois des citoyens qui se rassemblent, des individus qui se rassemblent pour faire des petites choses. Donc parfois, c'est quelques personnes qui, parce qu'elles se sont rassemblées, ont réussi à faire allumer un lampadaire à 22h. Alors c'est rien, mais c'est tout. Aussi. C'est des gens qui se rassemblent et qui réussissent parce que ils ont décidé de faire collectif, de je sais pas moi, créer un comité des fêtes, faire qu'il y ait du sport dans le village, de la culture, du lien social, du vivre ensemble. Et donc en fait, c'est toutes ces micro-actions de résistance. Et d'ailleurs, je pensais à ça en lisant la fin de l'introduction de Giuliano De Ampoli. Je le cite pas bien, mais quand il dit prédire l'avenir, c'est une forme de pouvoir ou de puissance, mais finalement créer autre chose, c'est une forme de résistance. Je sais plus exactement comment c'est dit, et je me suis dit c'est une forme de liberté. Et je me suis dit c'est exactement ça. Et donc ce qu'il faut qu'on arrive à véhiculer autant que possible, et puis qu'on le dise, parce qu'il y a plein de faits qui peuvent le démontrer, c'est que finalement on a intégré une forme d'impuissance, sans doute à tort, mais aussi un peu à raison. Et donc c'est dans cette ambivalence qu'il faut qu'on arrive à naviguer, et j'ai l'impression qu'on est un peu sur cette ligne de crête où on a tout un tas de forces obscures qui prennent de plus en plus d'ampleur et qui sont effrayantes, et face auxquelles c'est très difficile de s'organiser, et en même temps on a tout un tas de citoyens, et pour ne prendre que la France où on a 20 millions de bénévoles, 20 millions de personnes qui s'engagent dans des collectifs associatifs chaque année. Et donc en fait c'est dans cette tension qu'il faut qu'on arrive à naviguer. Donc ça c'était mon deuxième point. Et mon troisième point, en t'écoutant Jean-François, je me disais finalement ce qui se passe aux États-Unis, ça nous rappelle que contrairement à ce qu'on peut trop souvent penser, on a besoin du politique. Et alors, ça peut sembler bizarre, mais enfin, c'est pareil, là je reviens à la France, assez quotidiennement on se dit, bon finalement, pareil, il y a une impuissance politique et nos représentants politiques sont face à des difficultés qu'ils n'arrivent pas à dépasser. Est-ce que vraiment ils peuvent nous aider à construire un chemin, si on se réfère à Rosan-Vallon et à ce que c'est la politique, est-ce qu'ils sont encore en capacité de faire ça ou pas? Et souvent on se dit, pas vraiment. Et quand on regarde ce qui se passe ailleurs, on se dit que si, en fait le politique a une fonction majeure. Alors parfois ça va pas dans le sens de la démocratie et de ce pourquoi on se bat, mais parfois si. Et donc du coup réhabiliter aussi le politique et se rappeler que on l'a peut-être trop souvent décrédibilisé, contesté, remis en question. Et pour citer je ne sais plus qui disait finalement on a les politiques qu'on mérite, peut-être qu'on a aussi là encore une responsabilité collective à se dire que parce qu'on a besoin du politique, il faut qu'on arrive à réenchanter une forme de vivre ensemble, et donc de réenchanter une forme de parole politique pour aller contre ces forces obscures qui sont en train de se développer. On va peut-être continuer notre tour d'horizon et en ouvrant l'échelle à l'international, parce que Frédéric Heck, vous avez beaucoup travaillé sur les pandémies, mais du coup pas à l'échelle de l'Europe ou des États-Unis uniquement. Est-ce que vous pourriez nous aider à essayer de raconter cette histoire d'un point de vue qui n'est pas forcément occidental, et aussi est-ce que vous pouvez nous aider à situer cette histoire? Est-ce que le complotisme qu'on voit est une variante? Quelle pourrait être sa généalogie? Est-ce que vous avez vous-même un peu une cartographie, disons, non pas simplement géographique, mais diachronique de ce qui se passe?
Alors, j'ai pas travaillé sur le complotisme, mais j'ai travaillé sur l'histoire de la virologie. Donc, je voudrais vous partager avec vous des réflexions que j'ai eues à la lecture de l'entretien que vous avez publié de Curtin Yarvis, en partant de cette phrase: le Covid est arrivé parce que les virologues régentent la virologie. Donc, Curtin Yarvis accuse les virologues d'avoir causé la pandémie, intentionnellement ou accidentellement. Il dit: quelqu'un a fait tomber un tube à essai. C'est-à-dire qu'il fait référence aux recherches en gain de fonction sur les coronavirus de chauve-souris qui avaient lieu à Wuhan. Alors en fait, c'est une accusation régulière dans le monde de la virologie. Jeffrey Taubenberger, en 2005, a été accusé d'avoir reconstruit le virus H1N1 de la grippe espagnole de 1918. Ron Fouchier et Yoshi Kawaoka ont été accusés en 2011, toujours aux États-Unis, d'avoir fabriqué un H5N1 mutant combiné avec le H1N1 de 2009. Donc c'est des disputes régulières à l'intérieur du monde de la virologie. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que jusqu'à cette accusation récente, les virologues étaient plutôt accusés de diffuser des informations qui pouvaient être utilisées par des terroristes dans des États voyous. Alors que pour le Covid-19, donc c'est notamment Peter Daszak qui est accusé par l'équipe Trump d'avoir sous-traité des recherches virologiques au laboratoire de Wuhan, parce qu'il y avait des équipements qui ont d'ailleurs été construits par la France. She Zhengli, la directrice du P4 de Wuhan, a été formée à Montpellier. Et puis parce que ça coûtait moins cher et qu'il y avait des petites mains pour faire le séquençage génétique. Parce qu'ils n'avaient pas le droit aux États-Unis de le faire. Et parce qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Et donc c'est un projet financé par les États-Unis, réalisé à Wuhan. Alors j'ai montré dans mes recherches que ces controverses dans le monde de la santé globale oppose ce que j'ai appelé le pouvoir synégétique des virologues, c'est-à-dire leur capacité à prendre le point de vue des animaux sur les virus qui vont nous transmettre en prélevant des échantillons sur les corps des animaux, les oiseaux, les chauves-souris, mais aussi les rats. Et puis d'un autre côté, le pouvoir que j'ai appelé pastoral, à la suite de Michel Foucault, des épidémiologistes qui, eux, ont la possibilité de prendre avec les statistiques, un point de vue surplombant sur une population humaine ou animale. Les immunologistes, d'ailleurs, jouent un rôle intermédiaire entre ces deux groupes, si je peux me permettre. Alors, ce qui est nouveau avec la théorie complotiste de l'administration Trump, c'est qu'ils critiquent à la fois la santé globale, on a parlé des coupes, notamment à USAID, et la virologie, alors que ces deux mondes étaient plutôt en tension interne. Parce que l'administration Trump exerce un pouvoir prédateur d'un nouvel ordre, tourné vers les ressources rares pour fabriquer des ordinateurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à ce moment-là que le monde de la tech, dont Curtin Yarvis est un porte-parole, est incapable de comprendre le fonctionnement biologique des virus. C'est-à-dire le fait qu'un virus vienne d'une chauve-souris qui soit manipulé en laboratoire pour comprendre sa capacité de transmission, ça lui échappe complètement. Parce qu'il pense à un virus simplement comme un algorithme qui a mal tourné. Et c'est pourquoi ils veulent supprimer les conflits internes au monde de la science avec leurs régulations qui sont anciennes au profit du pouvoir de la tech. Et donc il me semble qu'effectivement derrière l'attaque de la santé globale, il y a une attaque très violente du monde de la tech contre le monde de l'université, dont les virologues, justement, avec leurs divergences internes, leurs laboratoires, sont une des formes d'expression. Mais merci beaucoup pour cette perspective effectivement très riche et très intéressante. Frédéric Worms, peut-être pour nous aider à avancer, déjà comment vous-même, vous avez beaucoup écrit d'ailleurs sur la pandémie, l'expérience pandémique à vivre en temps réel. Comment vous voyez effectivement 5 ans plus tard cette espèce de trajectoire entre démocratie et complotisme? Est-ce que vous-même d'ailleurs vous voyez un lien, un nœud qui s'est opéré autour du Covid et comment on fait pour le dénouer, pour le rejouer? Oui, merci beaucoup. Merci 2 fois de cette invitation à titre personnel et à titre institutionnel. Et en effet, l'intersection entre le grand continent et les études démocratiques de l'école est particulièrement importante sur ces sujets. Et pour répondre à la question, je redirai un mot après du programme lui-même des études démocratiques, mais je
voudrais repartir de l'intervention de Jean-François, qui justement, Jean-François Delfraissy, qui en effet occupe cette chaire santé dans les études démocratiques, visant à montrer que la démocratie n'est pas seulement un ensemble de grands principes abstraits, mais un outil de résolution des problèmes, parce que précisément, ça permet d'abord la démocratie d'exprimer des points de vue opposés sur les grands sujets, et que cette expression des points de vue opposés n'est pas un problème, mais au contraire une force, parce que précisément, si on les refoule, ils reviennent. L'opposition va revenir sous forme de critique radicale, comme si on avait imposé quelque chose. Et du coup, j'ai été un peu frappé et un peu en dissonance, disons, avec la réponse que Jean-François a faite à la première question, et en même temps un peu ému par cette réponse, parce que c'est de nouveau la très grande réponse d'un médecin. Mais pourquoi est-ce que d'abord j'étais un peu en désaccord avec ce qu'a dit Jean-François? C'est parce que s'il y a une chose avec laquelle je suis en accord avec Curtis Yarvin, c'est en effet sur l'importance majeure du Covid, avec de mon côté une énorme frustration, dont je pense qu'elle est celle de Jean-François Delfraissy, de tous les médecins de santé publique et d'urgence vitale du monde, c'est que ça aurait dû être un moment de renforcement de la science. On a une maladie, normalement, on appelle le médecin, et le médecin, c'est celui qui sait, avec plus ou moins bien, et selon les moments, il sait moins, il sait ce qu'il ne sait pas. Mais en tout cas, on appelle plutôt un bon médecin qu'un mauvais médecin, plutôt un médecin qu'un ignorant, etc. Donc une maladie d'ampleur mondiale, avec un risque majeur pour les sociétés entières, aurait dû renforcer la science. Et de fait, ça l'a quand même fait à un moment donné, dans l'urgence peut-être, mais ça s'est renversé ensuite, et je pense quand même que dans les sociétés, il y a un vrai grand danger de renversement. Et je pense que Jean-François Delfraissy est partie de ceux qui avaient anticipé ce risque en disant la science ne fait que proposer, dire les faits. Sur ces faits, il y a plusieurs décisions possibles, et sur ces décisions possibles, il faut un débat, et non seulement un débat politique qui définit la démocratie institutionnelle, mais un débat avec les citoyens, parce qu'il y a plusieurs points de vue, parce que, en effet, ça va affecter les enfants dans les écoles, les gens dans leur travail, les morts maintenant et les morts plus tard, et je vais insister encore 2 secondes sur ce point, parce que ça me paraît extrêmement important. Pourquoi Curtis Yarvin a-t-il raison sur ce point, et sur ce point seulement, hein? Parce qu'après, il en tire une conséquence qui est d'une contradiction absolument sidérante. Il a raison de dire que, au nom de la science, avec les données de la science, on a pris des mesures politiques radicales pendant le confinement. De confiner une société tout entière, de porter atteinte à ce qu'aujourd'hui on voit. Il y a des taux de suicide chez les adolescents, il y a des effets à long terme de ces mesures même. Donc il y a des effets médicaux de ces mesures qui avaient une urgence médicale fondée sur la science. Et il a raison de dire, à mon avis, qu'on vit dans le contre-coup impensé de ces décisions que certains auraient dites biopolitiques, en tout cas médicales et politiques, qui étaient fondées dans l'urgence, mais dont l'urgence a écrasé la discussion démocratique, que même dans cette urgence, on devait desserrer, et il y a eu des appels, y compris du comité scientifique Covid que tu présidais, pour dire il faut se donner le temps du débat. Bon, là, il y a l'urgence, et l'urgence, c'est la question clé, à mon avis. Et Curtis Yarvin le dit à moitié, mais il y a d'autres philosophes d'ailleurs qui l'ont dit en tirant des conclusions avec lesquelles je suis en désaccord aussi, mais totalement opposées. Mais dès qu'on a un petit peu de marge dans l'urgence, et l'urgence c'est toujours un peu de marge, un peu de temps pour faire venir le docteur, un peu de temps pour discuter, un peu de temps pour faire de l'éthique médicale, un peu de temps pour aller voir la personne dans l'EHPAD avant de mourir, un peu de temps pour l'humain, il faut mettre le débat. Et donc déjà, dans l'instant, il fallait plus de démocratie. Mais alors, dans l'après-coup, il faut encore plus de démocratie. C'est-à-dire ce que Claire Toury et Jean-François Delfraissy appellent dans leur article la démocratie sanitaire et citoyenne. C'est-à-dire, sur la base des faits, les options possibles, les dommages possibles. Est-ce que effectivement, une mesure dans l'urgence va éviter 1000 morts? Si l'économie nous montre que les conséquences de ces 1000 morts sauvées maintenant, ce sera peut-être 10 000 morts pour chômage, pour conséquences psychologiques, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on pondère 1000 morts maintenant, 10 000 morts plus tard? Pour moi, c'est très clair. Il y a l'urgence et oblige à sauver les morts évitables maintenant. Et il faut continuer à éviter les morts plus tard. C'est-à-dire, il aurait fallu beaucoup plus de psychiatrie de l'adolescence, etc. Mais donc, je pense vraiment, et c'est là que j'aurais une question aussi pour Jean-François et pour Claire, et évidemment, ce qu'a dit Frédéric Keck complète en un sens, parce qu'il y a ces querelles scientifiques et scientifico-politiques. Je pense vraiment qu'en effet, la conclusion à tirer du risque politique majeur
tiré des mesures politiques d'urgence mondiales du Covid, ça aurait été d'y réfléchir démocratiquement, ça aurait été plus de démocratie. Et ça doit l'être encore aujourd'hui. Une démocratie, c'est la confrontation de points de vue opposés. Déjà, la science en elle-même, au-delà des faits, qui est la première norme de vérité, elle est fondée sur des règles entre les pairs, de confrontation, de réfutation. Donc il y a des règles aussi du discours opposé. C'est ça la démocratie. Bon. Au lieu de ça, Curtis Yarvin, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, paradoxalement, c'est ça qui me semble le plus sidérant, il dit, il y a eu des abus de pouvoir pendant le confinement. Qu'est-ce qu'il en conclut? Il faut une monarchie impériale. Je tombe de ma chaise. C'est-à-dire, nous, enfin moi en tout cas à titre personnel, et je ne veux pas mélanger les choses, j'aurais envie de dire, effectivement, il y a pu avoir des décisions insuffisamment justifiées, même s'il y a eu des commissions d'enquête parlementaire dans les pays démocratiques, pas en Chine. Mais ce que tout le monde a dit, et c'est l'objet des cours de Jean-François et de Claire à l'école normale, c'est que, en effet, il faut, pour remédier aux impasses, aux soupçons liés à ces mesures d'urgence radicales quand même, fondées sur un savoir réel, mais voilà, il faut plus de transparence dans la science, plus de confrontation des différents points de vue, plus de justification des arbitrages et plus de suivi, et tout ça dans la transparence démocratique, à la fois institutionnelle et citoyenne. Au lieu de ça, voilà quelqu'un qui nous dit il y a eu des abus de pouvoir fondés sur la science, maintenant il faut des abus de pouvoir fondés sur l'ignorance. Donc ça n'arrange pas. Il nous dit, il fait un éloge de la monarchie. Et alors que je pense que la démocratie, ça a d'abord été la critique des abus de la monarchie, et donc l'idée que une société est diverse, ne peut pas être contrôlée par un seul point de vue, et que la réponse aux mots humains, c'est la confrontation des points de vue sur ces mots, y compris d'ailleurs les points de vue complotistes qui, dans la mesure où ils respectent la loi, font partie de la démocratie. C'est la force aussi de la démocratie d'accepter les thèses antidémocratiques. C'est d'ailleurs la différence entre les démocrates, c'est qu'ils n'appellent pas à fusiller leurs opposants. Voilà. Mais donc je termine sur ce point, ça me paraît extrêmement important, c'est-à-dire qu'en effet, il a quand même raison. Il y a eu un moment qui aurait dû être celui de l'urgence vitale partagée et puis suivi d'un débat démocratique approfondi. Et je pense que ce non-dépliement du lien crée l'impasse politique et crée le contre-coup sur la science. Et peut-être le dernier... Pourquoi j'ai été ému par la réponse de Jean-François Delfrécy, au lieu d'être seulement un peu en dissonance, c'est que Jean-François a dit, mais en fait, vous voyez bien, les mesures du gouvernement Trump sur la science vont entraîner des millions de morts. Et c'est vrai que même Jean Jouzel explique sur le climat qu'on peut chiffrer dès aujourd'hui le nombre de morts que vont entraîner les fermetures de programmes de l'agence américaine sur la météo. On peut le dire. Mais c'est de nouveau l'argument de l'urgence. C'est l'argument d'un médecin. Il dit, voilà, on va sauver on doit pas des morts évitables, on doit les éviter. C'est le médecin, et c'est l'humain, et c'est l'éthique. Et je pense que c'est évident que c'est ce qu'il faut faire. Mais de nouveau, on va avoir, mais oui, mais vous voulez sauver des millions de morts maintenant, mais peut-être que l'argument des complotistes, ça va être, mais de nouveau, vous nous faites le coup de l'urgence, et on va avoir, à cause de vos milliers de morts à sauver maintenant, on va avoir une dictature des médecins, une dictature du bien-pensé, une dictature de je ne sais quoi, alors que non. Il faut un débat démocratique. Oui, il faut éviter les morts évitables maintenant, mais aussi celles de plus tard. Et comment on concilie les dangers aujourd'hui. C'est pourquoi, en effet, la démocratie n'est pas du tout une recette magique. Elle commence par compliquer les problèmes. C'est un point de vue commun. Elle commence par dire, bah oui, entre l'économiste qui nous dit si vous fermez la société, ça produira ça plus tard. Ça produira des problèmes. Le psychiatre qui nous dit si vous protégez, on en avait beaucoup parlé à l'époque au comité d'éthique et ailleurs, si vous protégez les personnes âgées fragiles, vous allez fragiliser les adolescents. Les petits enfants, François Sermel disait au comité d'éthique, ils ont peur de contaminer leurs grands-parents, ils se sentent coupables. Voilà. Donc c'est faut arbitrer entre la démocratie est compliquée, mais c'est la seule façon humaine de traiter des problèmes qui sont objectivement compliqués. Et moi je suis sidéré en effet que le complotisme fleurissent sur un moment qui aurait dû être celui d'une démocratie fondée sur la science de la vie et pour éviter la mort. Mais c'est parce que ce nœud de la vie et de la mort, des intérêts vitaux des humains, y compris économiques et politiques et géopolitiques,
Ce nœud de tout ça et de la démocratie qui s'est en effet brusquement tendu sur le Covid n'a pas été pensé ensuite. Et Jean-François Delfraissy a signé une tribune pour appeler à un forum sciences, démocratie, sciences, institutions, société, sciences, pouvoir, société et société. Si on ne le fait pas maintenant, si on ne répond pas en ouvrant cet espace comme le veut en effet l'ancien élève de l'école en mathématiques en Roumanie, parce qu'il faut ouvrir des espaces, ouvrir des écoles plutôt que les fermer en ce moment, je pense, et des écoles aussi de sciences politiques, de géopolitique. Ben, si on le fait pas, on nourrit le soupçon. Jean-François Delfraissy, je pense que Pardon, je prolonge la question de Frédéric Worms. De fait, c'est quand même étonnant de vous entendre dire que le Covid est peut-être un symptôme, mais ce n'est pas une cause. C'est si j'ai bien compris votre argument. Est-ce que vous pourriez développer? Oui, j'ai envie aussi de répondre. Non, je dis que heureusement, il y a une résilience assez fantastique de nos concitoyens. Et qu'il faut laisser aussi cette résilience s'installer parce que il faut que la vie reprenne et on peut pas être en permanence en train de revenir sur le pourquoi du comment. Je voudrais juste, pour pas répondre à Frédéric, mais compléter peut-être la pensée, dire que tu as dit en effet, finalement la science sort du Covid pas forcément en très bonne forme, hein. Et tu as raison, parce que alors que c'est globalement, je vais peut-être vous interpeller, mais une victoire assez extraordinaire de la science, hein. Bon, avec les vaccins faisaient des choses, ils n'en faisaient pas d'autres, mais c'est l'arrivée des bases de données, c'est l'arrivée du séquençage au niveau mondial, c'est l'arrivée d'antiviraux en très peu de temps. Enfin, c'est une victoire extraordinaire de la science, hein, bon. Et de l'autre côté, à mes yeux, c'est une victoire extraordinaire des démocraties, avec les limites, hein. J'ai été le premier à dire. Parce que si je regarde, finalement, sur des chiffres assez objectifs, hein, les grandes démocraties européennes perdent vous savez, le médecin, il revient toujours à des chiffres, hein, parce qu'il faut s'appuyer là-dessus. Bon. Et il y a un chiffre, on peut tester un peu la réponse sanitaire d'un pays, qui n'est qu'un des éléments d'une réponse, hein, par rapport à l'économie, à la réponse sociétale. Bon. Mais c'est soit le nombre de morts, soit la perte de durée de vie d'un pays. Parce que dans la perte de durée de vie d'un pays, on compte à la fois les morts liées au Covid, mais ceux liés, par exemple, aux maladies cardiovasculaires qu'on n'aurait pas soignées suffisamment, à d'autres pathologies, et donc qui seraient des conséquences indirectes du Covid. Bon. Donc les épidémiologistes préfèrent parler de perte de durée de vie. La perte de durée de vie des grandes démocraties européennes, elle se compte en quelques mois. Il y a des différences, la France est plutôt bien placée, mais il y a mieux que nous dans le Danemark, par exemple, mais l'Allemagne fait un peu moins bien que nous. L'Espagne et l'Italie qui ont été très touchés, et l'Angleterre qui a confiné un peu plus tard fait moins bien. Bon, mais on est de l'ordre de quelques mois. Les États-Unis, qui sont à mes yeux toujours la plus grande puissance au niveau scientifique, d'où sort le vaccin, d'où sortent les antiviraux, etc., perdent moins 2,7 ans de durée de vie de l'ensemble des États-Unis. Bon. Par rapport à quelques mois. La Chine, on n'a pas de chiffres, mais c'est les données qu'on a, mais c'est noyé dans cette masse, etc. Mais les données qu'on a indirectes, par exemple sur les consommations d'oxygène qu'on a eu indirectement après par air liquide, parce qu'on n'a aucun bon chiffre des autorités chinoises, semble montrer qu'on est aussi à une perte de durée de vie qui est de l'ordre de plusieurs années. Hein. Bon. Donc ça veut dire que les démocraties européennes, on est tous en train de se dire c'est fragile, on n'y arrive pas, il n'y a pas de capacité de décision. C'est faux, c'est archi faux. Mais on le dit pas suffisamment. C'est-à-dire que nos démocraties européennes ont montré leur capacité en fonction d'une crise. Tout n'était pas parfait, loin de là. Je suis pas en train de défendre un bilan, je m'en fous. Mais c'est une réalité par rapport aux deux grandes puissances mondiales que sont les États-Unis et la Chine, qui ont été pendant cette période des modèles non démocratiques. La Chine par essence même, ou plus exactement une autre forme de démocratie, et les États-Unis qui, pendant la période Trump,
et qui s'explique très bien. C'est l'accès aux soins, c'est l'accès pour les plus pauvres, c'est l'accès pour les blacks, c'est l'accès pour la population d'origine mexicaine, où l'accès aux soins est, et on le sait, très difficile aux États-Unis. Hein. Donc retenez ça, hein. Retenez que c'est une victoire des démocraties européennes. Mais qui ne l'ont pas dit, ça n'a pas été porté par le politique, ça n'a pas été porté, le scientifique, bon, on l'a un peu dit, mais et encore pas plus que ça, mais c'est une vraie réalité. Hein, et il faut qu'on se lance, c'est-à-dire que nos démocraties ont une force intrinsèque à répondre à des crises majeures. Bon. Après, tout n'a pas été fait dans le meilleur des mondes, et je regrette profondément, en effet, qu'on n'ait pas été vers un comité citoyen, et on va y revenir. Juste deux remarques supplémentaires. Ma deuxième remarque est que il faut aussi un peu arrêter en ce moment de penser que ça n'arrive qu'aux États-Unis avec Trump. Alors ça a été évoqué, vous l'avez très bien évoqué, pour des trucs politiques, pour ce qui se passe en Roumanie ou dans d'autres pays. C'est pas que la Roumanie. Oui, mais c'est pas que la Roumanie. Ce n'est pas que la Roumanie. Je dirais même que c'est aussi d'un certain nombre de démocraties européennes. Je dirais même que c'est au niveau français. Je vous ouvre une parenthèse parce qu'il y a des chiffres qui sont très intéressants. Je pense qu'ils complètent assez bien votre propos qu'on a sorti aujourd'hui dans la revue. Un tiers des Européens considèrent que les remèdes contre les cancers sont cachés par le pouvoir politique au public. Et un tiers des Européens considèrent que les gouvernements sont susceptibles de contrôler et propager des virus afin de contrôler leur liberté. Donc nous sommes en fait sur 35% des Européens, et avec évidemment des différences régionales, mais on va donc aux 58% de la Hongrie d'Orban, en Autriche avec Kikel, en Croatie, en Grèce, mais en fait, en moyenne, agrégé au niveau européen, nous sommes à un tiers des Européens. Alors, moi, juste une remarque sur la France, que je considère, bon, tout n'est pas parfait, mais bon, je considère qu'on a une chance extraordinaire de vivre dans ce pays. Bon. Mais qu'on ne veut pas bien le reconnaître. Bon. Mais, y compris dans un pays comme la France, je vais vous citer un exemple qui est en cours et qui montre cette relation extrêmement complexe entre le pouvoir politique et la décision et la vérité scientifique. C'est le débat actuel qu'il y a entre la ministre de l'Agriculture, qui, au nom d'une agriculture poussée par les syndicats agricoles, par la communauté agricole, même sans parler des syndicats, dire on ne peut pas travailler si on n'utilise pas un certain nombre de pesticides, bon. Remet en cause, dans le cadre d'une loi, le rôle d'une agence qui s'appelle l'ANSES, qui est là pour réguler et dire tel ou tel pesticide, non, on l'écarte. Parce que on a une série d'éléments scientifiques qui montrent qu'il y a des toxicités pour l'animal ou pour l'homme, et en particulier aussi pour les petits-enfants des agriculteurs, d'ailleurs, au passage. Hein, bon. Eh bien, la loi qui est déposée, je ne sais pas si elle ira, remet en cause le rôle de l'ANSES et fait que, dans cette loi, il est proposé que ça soit finalement la ministre qui décide, quelle que soit la position de l'ANSES. Chose qui n'était pas possible jusqu'à maintenant. On n'est pas à Pétaouchnok, on n'est pas au fin fond à Vladivostok, on est à Paris. On est à Paris. Et avec un directeur de l'ANSES que je connais bien, qui est en plus un ancien directeur général de la santé, qui est Benoît Vallée, qui se bat comme un beau diable, porté plus ou moins par la communauté scientifique, pour défendre quelque chose qui nous concerne tous, hein, et qui concerne en premier chef les agriculteurs eux-mêmes, parce que c'est les premiers qui seront éventuellement contaminés par ces pesticides. Donc ça vous montre bien que un des risques de Trump et de l'équipe de Trump est de penser que ce ne peut avoir lieu qu'aux États-Unis, loin de nous, et que on est, somme toute, on est dans comme je l'indiquais un peu, voilà, des grandes démocraties européennes, on s'en est bien sorti, et on va continuer. Non, c'est extrêmement fragile. Et la façon de s'en sortir, et je laisse la parole probablement, c'est de mettre de la démocratie quelque part, et de la démocratie en santé. Je peux, ouais, mais en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce qu'on est en train de se dire. C'est ce que disait Frédéric. Se rappeler que la démocratie c'est hyper complexe, mais que la complexité c'est pas inaccessible. Mais par contre, assumer que c'est complexe, c'est compliqué, c'est des tensions, des contradictions, des engueulades, des prises de tête, des désaccords, du conflit. Et c'est positif. En fait, c'est pas grave. C'est pas un problème. Et ce que toi, t'es en train de pointer, là, ce que tu mets en avant, c'est cette espèce de tentation permanente de tout simplifier tout le temps.
C'est ça, hein, c'est la loi simplification d'ailleurs. C'est là-dedans qu'on trouve tout ça. Et on le vit aussi dans le monde associatif. En fait, on le vit partout. Simplifier parce que les gens seraient, et c'est là où c'est hyper populiste, et c'est là où on se plante complètement, et ça rejoint les enjeux de démocratie en santé et de démocratie participative tout court, cette espèce de tentation de penser que les gens sont débiles. C'est quand même ça le discours, c'est que les gens seraient pas assez en capacité de comprendre qu'il y a des sujets qui sont complexes et que ces sujets complexes, ils nécessitent du temps, parfois, mais ils nécessitent de l'urgence, parfois, et parfois les deux. Et donc du coup, il faut arbitrer. Et donc arbitrer, ça veut dire qu'il y a des conséquences. Et ces conséquences, quelle que soit la décision qu'on va prendre, il y en aura. Et donc du coup, avec quelles conséquences on est prêt à vivre le mieux? 1000 morts aujourd'hui ou 10 000 morts demain? Ou pas? Ou est-ce que c'est autre chose? Et en fait, c'est ça. Et donc, c'est cette espèce de jeu intellectuel et politique permanent qui fait que notre démocratie, elle est passionnante. C'est ça qui est vachement intéressant au-delà de grandes théories. C'est ce jeu entre des contradictions, des tensions et des ambivalences. Et donc, du coup, j'ai lu le discours que vous avez commenté de Vance à Munich. Et en lisant son discours, je me suis dit, ah merde, il y a des trucs qu'il dit que j'ai déjà dit plein de fois. Et il dit notamment, mais de quoi vous avez peur? Faites confiance à votre peuple. Et franchement, je dis pas votre peuple, mais mot pour mot, pendant la Convention citoyenne sur la fin de vie, j'arrêtais pas de dire, et tu peux en témoigner, mais de quoi vous avez peur? Faites confiance aux gens, les gens sont beaucoup plus intelligents qu'il n'y paraît, si on leur donne les bons outils, ça fonctionne, les citoyens savent le faire, faisons confiance, faisons confiance, faisons confiance. Donc je me suis dit, en fait, je suis pas en total désaccord avec lui. Mais pourquoi je suis quand même en désaccord avec lui? Et ça rejoint la question de la complexité. C'est que pour qu'une démocratie fonctionne, c'est pas simplement donner du pouvoir aux gens. C'est donner du pouvoir aux gens, bien sûr, et donner les conditions pour que ces personnes puissent exercer le pouvoir. Mais c'est pas que ça. C'est l'état de droit. C'est des comités qui sont parfois théodules, mais parfois pas, qui sont parfois incompréhensibles du grand public, mais dont on a absolument besoin. C'est des contre-pouvoirs, c'est des corps intermédiaires forts, c'est un corps social organisé, c'est une science ou des sciences qui sont financées, qui sont en capacité de construire d'autres discours. En fait, c'est ça qui fait que ça fonctionne en démocratie. Et ça qui fait que c'est à la fois très, très, très difficile à comprendre et en même temps absolument passionnant et plein de complexité, d'ambivalence, et ça rejoint ce que je disais au départ. Et donc, du coup, pour moi, et c'est aussi pour ça qu'on voulait intervenir ensemble ce soir avec Jean-François, pour moi, tout le sujet, c'est comment on fait pour que ces sujets éminemment complexes qui sont la crise sanitaire, la fin de vie, qu'on est en train de débattre à l'Assemblée maintenant, et d'autres puissent être accessibles aux citoyens, sans perdre de vue qu'on a besoin d'une expertise, et qu'on la remet pas en question, mais que cette expertise, elle n'a de sens, peut-être que c'est un peu caricatural ce que je veux dire, mais elle n'a de sens que si elle est en capacité d'être appropriée par le plus grand nombre de personnes possible. Et donc, du coup, comment on fait pour donner les conditions de cette appropriation et pour faire que l'expertise devienne aussi un sujet citoyen, politique, débattu au plus près de la réalité et du vécu des individus? Moi, j'ai assez envie de dire comment on fait. Alors, on a fait un truc qui s'appelle la Convention citoyenne sur la fin de vie. Du coup, c'est l'occasion d'en parler. Donc vous êtes, je sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais depuis hier, à l'Assemblée nationale, il y a en séance plénière sont arrivées 2 lois sur la fin de vie. Une première sur les soins palliatifs, une deuxième sur l'aide à mourir. Alors c'est un long processus puisque ça a commencé il y a vraiment très longtemps parce qu'on débat sur la fin de vie depuis toujours, mais de façon contemporaine ça a commencé en septembre 2022. C'est en septembre 2022 que le Comité consultatif national d'éthique remet l'avis 139, c'est ça, qui ouvre pour la première fois la porte à une aide active à mourir et qui préconise d'organiser un grand débat citoyen. Dans la continuité de cet avis, juste un mot pour dire. Il y a 2 le micro qu'on utilisera peut-être après. C'était sur l'avis 139. Simplement, on est connecté, donc si vous pouvez prendre le micro parce que sinon les personnes ne vous entendent. Il se terminait par un choix entre autonomie et solidarité. Et parce qu'on va en reparler après. C'est-à-dire liberté individuelle versus une vision plus collective. Bon, j'avoue, je connais pas par cœur l'avis 139 du CCNE, mais je sais que ça a été un tournant. Donc, organisation d'un débat citoyen et notamment d'une convention citoyenne. Et donc, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, est mandaté par la première ministre à l'époque, Elisabeth Borne, pour l'organiser. Et constitue un comité de gouvernance composé de 14 personnes, dont nous, pour organiser ce débat citoyen qui a réuni pendant 9 week-ends
184 citoyens représentatifs de la diversité de la population française qui ont été chargés en 4 mois de produire un avis citoyen, la contribution citoyenne dans ce débat national sur la fin de vie qui avait commencé avec l'avis du CCNE et qui a été alimenté par tout un tas de parties prenantes. Et c'est ça qui est intéressant. Les sages, bien sûr, les chercheurs, les médecins, enfin les soignants, les organisations plus militantes, les citoyens, la société civile organisée, les parlementaires, etc. Et donc, ça, je vous fais la genèse, mais bon, les citoyens remettent leur rapport en avril 2023 au président de la République. 1 an plus tard, un projet de loi est annoncé qui reprend quand même globalement les résultats de la Convention. Puis, il y a eu la dissolution. Le projet de loi a disparu avec l'Assemblée nationale de l'époque. Et donc, quelques temps plus tard, c'est revenu après des négociations difficiles, mais quand même, sous la forme de 2 propositions de loi, une sur les soins palliatifs et une sur l'aide à mourir. Et donc, vraisemblablement, le 27 mai, on va passer une nouvelle étape qui n'est qu'une étape, puisque la démocratie, c'est aussi très très long, puisqu'ensuite ça va aller au Sénat, puis revenir à l'Assemblée, puis repartir au Sénat, puis revenir à l'Assemblée, et entre-temps, on n'est pas à l'abri ni d'une dissolution, ni d'une censure, ni d'autre chose. On ne sait pas d'ailleurs ce que le président de la République est en train d'annoncer maintenant. Donc voilà, tout est possible. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que ce débat citoyen, il a été construit à partir de faits. La présence des soignants, par exemple, a été très importante. 70% des personnes qui ont été auditionnées par ces citoyens, ce sont des soignants. Et donc c'est à partir de faits, d'expériences de vécu, mais pas que d'expériences de soignants, d'expériences de familles, de patients. On a reçu les cultes, on a reçu des philosophes, on a entendu des exemples internationaux. Enfin, vraiment, il y a eu énormément d'auditions qui ont été organisées, un socle documentaire exigeant qui a été construit, et c'est à partir de ça que 184 personnes de tous les horizons différents, vraiment, quel que soit leur diplôme, leurs milieux sociaux, leur vie, etc., ont réussi à construire une réponse collective extrêmement nuancée, qui assume une forme de complexité, mais qui quand même pose une réponse. Frédéric, on a malheureusement plus que 5-10 minutes maximum, mais je voudrais quand même vous entendre sur un exemple qui est très intéressant, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, des sentinelles, qui permet, à mon avis, d'une manière assez concrète, de voir comment, justement, on fait comment. Parfois, ces synthèses entre démocratie et science peuvent se retrouver par des expériences qui peuvent pas être très marginales, mais qui en réalité sont très riches. Alors, en 4 minutes, je voudrais revenir sur une autre citation de Curtin Yarvis. Dans sa vision binaire de l'opposition entre les États-Unis et la Chine pour la captation des ressources rares, il laisse de côté l'expérience démocratique qu'a été la crise du SRAS en 2003. Alors, il a raison de dire que la répression de Tiananmen, du massacre des étudiants à Tiananmen, fut un traumatisme pour l'élite chinoise, et il a même raison de souligner qu'en fait ce ne sont pas les étudiants, ce sont les ouvriers qui ont été massacrés, mais c'est pas pour autant que l'événement n'a pas eu lieu et que ça n'a pas été un traumatisme pour l'élite chinoise. Ce traumatisme a joué un grand rôle dans la recomposition des élites du sud de la Chine, en particulier les médecins de Canton et Hong Kong avec lesquels j'ai travaillé, qui ont vu dans la dénégation donc du SRAS en 2003 par le régime de Pékin une répétition du massacre de Tiananmen. On le voit très bien dans la dénonciation par un médecin de Pékin dans Time Asia de ces patients qui étaient cachés dans les hôpitaux de Pékin au moment où l'OMS y débarquait en avril 2003. Le 1er juillet 2003, à la fin de la crise du SRAS, donc au moment où Hong Kong est libéré du SRAS, c'est la plus grande manifestation à Hong Kong, 500 000 personnes qui dénoncent l'article 23 de la loi fondamentale sur la sécurité, promue par le régime de Pékin. Et je voulais aussi rappeler que chaque année à Hong Kong jusqu'en 2020, et là le Covid a eu effectivement un effet sécuritaire, on manifestait le 4 juin en souvenir du massacre de Tiananmen. Et donc voilà, l'expérience que je voulais apporter, c'est effectivement celle des scientifiques de Hong Kong connectés aux scientifiques de Canton et critiques du régime de Pékin. Mes recherches ont montré que ces scientifiques ont construit depuis les années 70 une sentinelle sanitaire qui, avec la rétrocession de Hong Kong au régime de Pékin,
ont complètement redéfini l'identité du territoire. Et j'ai aussi une hypothèse, alors d'ordre plus anthropologique, qui est qu'ils se sont saisis de ces virus zoonotiques, c'est-à-dire que les virus qui passent les frontières d'espèces, la grippe aviaire, les coronavirus de chauve-souris, parce que justement, ils avaient une expérience différente de ces zoonoses que les sociétés européennes qui abattent les animaux et relancent la production alimentaire. Il y avait une forme d'identification compassionnelle aux chauves-souris, aux oiseaux qui transmettaient ces virus. Donc pour toutes ces raisons, il me semble qu'on a beaucoup à apprendre de la démocratie de Hong Kong qui a été très maltraitée pendant cette pandémie. Frédéric Worms, nous avons 5 minutes, mais ce sera largement assez pour répondre à la question comment on fait pour faire face à la crise. Merci beaucoup. D'abord, en écoutant Frédéric Keck, je voudrais dire, pour compléter ce qu'on a dit sur la science, l'importance des sciences humaines. Parce que on voit bien que pour comprendre un fait complexe où il y a des faits scientifiques, biologiques avérés, d'autres à travailler, etc. Il y a aussi des faits humains, de l'histoire, des représentations, etc. Et donc c'est vraiment extrêmement important de comprendre qu'il faut comprendre scientifiquement la société si on veut agir de façon juste dans la société. Et je sais que tu en avais à vous, parce que c'est pour abonder, j'imagine. Dans le conseil scientifique, j'avais demandé qu'il y ait une anthropologue et qui est spécialiste des sciences humaines et sociales. Et j'ai encore en tête le questionnement de certains ministres me disant « Mais pourquoi vous prenez des gens de sciences humaines et sociales ?» Voilà. Et c'est vrai que c'était pourtant c'est des faits enfin qui font partie de la santé publique précisément. On voit bien que la santé publique justement qui est la prévention des causes collectives de maladies, c'est ça la définition de la santé publique, hein. C'est les causes collectives de maladies. Comment les prévenir? Eh ben il faut aussi des faits sociaux. Mais juste pour conclure, boucler la boucle plutôt, pas conclure, mais lier un peu les sujets. Moi, je pense que la fin de vie est un sujet extrêmement déchirant et compliqué, qui n'oppose pas seulement qui n'oppose pas le plus souvent des gens bien et des gens pas bien, des extrêmes et des modérés, même s'il y a des extrêmes et sans doute des deux côtés, mais qui oppose au contraire des positions éthiques légitimes. Toutes les deux ou toutes les multiplicités légitimes. Par exemple, l'éthique médicale qui veut sauver les vies, empêcher la mort, et en même temps, et depuis le début de l'éthique médicale, il faut respecter la volonté du patient, et ce sont aussi c'est la tension même de la bioéthique totalement légitime. Et je pense donc qu'il est en effet la force des démocraties, et c'est ce que Claire a montré et en acte, hein, aussi dans la Convention, c'est articuler ses points de vue, définir des compromis. Moi, il m'est arrivé souvent de dire que sur la fin de vie, soit on autorise avec des restrictions, soit on interdit avec des dérogations. Et les dérogations étant parfois ce qui se passe aujourd'hui, hein, des médecins qui font la chose, mais qui sont contents d'être en procès après, parce qu'ils montrent pourquoi cette exception d'euthanasie, comme disait Didier Sicard, était finalement inévitable dans ce cas-là. Donc, de toute façon, ce sera complexe, avec des limites. Et peut-être qu'on va passer de l'autre côté de cette bordure très délicate. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, et c'est là-dessus que peut-être qu'il faut boucler, c'est qu'on sent venir dans le débat français, poussé par ces éléments de langage complotistes mondiaux, on sent venir, j'allais dire, une complotisation du débat sur la fin de vie, qui est angoissante un petit peu, parce qu'on a l'impression que de nouveau, certains accusent ceux avec lesquels ils ne sont pas d'accord d'être dans un complot pour tout détruire, pour tout casser, etc. Et ça prouve ce qu'on était en train de dire, c'est-à-dire qu'on peut avoir des points de vue opposés, également légitimes, et il va falloir arbitrer avec des restrictions. Moi, quand j'avais été auditionné à l'Assemblée nationale une des étapes qu'a évoqué Claire Touré sur ce sujet, j'avais dit oui, il faut des verrous. Il y a certains qui disent les verrous ne tiendront jamais, mais je dis si aucun verrou ne tient, il faut abandonner l'idée même de loi. Ah ouais. C'est vrai que certains ont très peur de ce qu'ils appellent la pente glissante et ils disent oui, si vous autorisez, après voilà. Et on peut avoir peur d'une absence de verrou, mais le verrou le plus solide à ce jour, c'est quand même la loi, qui empêche quand même un certain nombre de choses, même pas tout. Si on interdit de tuer, c'est parce qu'il y a des gens qui ont envie de tuer. Donc il n'y a pas de magie de la loi, mais la loi, c'est quelque chose de très important. Et d'une certaine façon, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que on est de nouveau dans cet entre-deux qui n'est pas seulement entre des positions légitimes opposées qui peuvent être sur lesquels il faut trancher, qu'il faut quand même, c'est difficile d'admettre le point de vue de l'autre dans ces sujets vitaux et mortels. Et on est de nouveau, même sur ce sujet où, grâce à vous, à ce que vous avez construit les uns les autres, ce débat social profond, tragique,
J'espère que tout le monde a été au fond auprès d'une personne prise dans ce débat avec sa propre mort. Ben voilà, de nouveau, aujourd'hui, on court ce risque d'idéologisation du débat en termes de les autres sont en train de tout détruire. Il faut diaboliser celui avec lequel on est en désaccord. Donc moi, effectivement, je pense que la démocratie est la seule réponse au sujet qui divise les humains parce que elle assume cette division et elle cherche à la réguler, à l'empêcher de devenir une guerre civile et fratricide. Et par contre, ceux qui pensent que la démocratie est au contraire l'adversaire qui aggrave tout, cela menace la vie humaine dans sa nature même. Merci beaucoup. Merci pour ce mardi très intéressant. Nous se retrouvons la semaine prochaine, comme tous les semaines, pour discuter avec Fabrice Arfi, François Sureau et Camille Vigogne de la très belle contribution d'Adam Curtis à ce volume que vous pouvez retrouver en librairie si ça vous intéresse. Encore merci, et Frédéric Worms, Frédéric Eck, Jean-François Delfraissy et Claire Théry pour cet excellent mardi.